Le Bénin pleure la mort d'un grand homme. Mathieu Kérékou, qui a dirigé le pays pendant presque 3 décennies, est décédé le 14 octobre dernier, surnommé le Caméléon. Cet ancien dictateur rouge qui, après la transition politique du Bénin, était revenu au pouvoir par les urnes, a profondément marqué l'imaginaire de son peuple. Quel héritage politique l'homme caméléon laisse-t-il au Bénin et à l'Afrique? Eh bien, c'est la trame de fond de ce débat du jour. Merci de rester fidèle. Pour ce numéro du débat du jour, je reçois Fulbert Sassou Atisso, journaliste et écrivain. Depuis quelques jours, il est entré dans la cour des hommes politiques avec une formation politique qu'il a créée, Togo autrement. Avec Fulbert Atisso, eh bien, nous allons évoquer la mort du général Mathieu Kérékou, l'ancien président du Bénin, qui est parti d'un putsch avec son arrivée au pouvoir en 1972 pour devenir un véritable démocrate. L'autre débatteur dans cette émission, c'est Rajoul Mouamadou, journaliste maison, journaliste à New World Télévision, New World Info. Monsieur, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci de nous avoir invités dans cette émission. Fulbert Atisso, encore une fois, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Voilà, tout à l'heure, je vous ai présenté comme journaliste, écrivain. Je devrais même commencer par là, juriste de formation. Et puis, il y a quelques jours, Fulbert Atisso, vous avez créé un parti politique baptisé Togo autrement. Alors, ma question, Fulbert Atisso crée un parti politique, il vient en tant que béquille pour les formations politiques déjà existantes sur l'échiquier politique togolais ou en véritable déconstructeur? Parce que le mot, vous aimez l'utiliser souvent. Oui. Depuis samedi dernier, nous avons porté sur les fonds baptismaux un parti politique dénommé le Togo autrement. Il s'agit pour nous de faire une mutation du journalisme, de l'écrivain à la politique, parce que, comme on le dit, le journalisme mène à tout. Alors, nous sommes devenus, depuis quelques jours, hommes politiques pour continuer la lutte. Vous savez qu'au Togo, depuis pratiquement 25 ans, il y a une lutte qui s'est installée pour l'alternance politique et la démocratisation du pays. Alors, 25 ans après, cette lutte n'a pas abouti. Les partis qui animent l'opposition sont pratiquement englués. Donc, il est important de venir à leur rescousse. Et justement, nous avons créé ce parti politique pour changer la conception même de l'opposition au sein du pays et pour faire la politique autrement. Rajoul, Fulbert, le journaliste donc, qui, par vocation, est amené à commenter uniquement l'actualité, mais aujourd'hui, il sent la nécessité non seulement d'être un commentateur, mais d'être un acteur direct de la vie politique. Ta réaction? Je pense que les lignes qui séparent le commentateur de l'acteur politique sont assez minces. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de rester observateur passif de l'actualité. La tentation existe pour beaucoup de passer de l'autre côté. En même temps, ça fait partie aussi d'un mouvement qui se ressent au niveau international. On voit en Italie, Beppe Grillo, un ancien comédien qui s'est rendu à la politique. En Haïti, un chanteur a été élu politique. Pourquoi pas Fulbert Atisso? Pourquoi pas un journaliste? Voilà, pourquoi pas un journaliste. Alors, ceci dit, nous allons maintenant venir au sujet qui nous réunit sur ce plateau. Il s'agit bien donc de la disparition de Mathieu Kérékou, qui est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1972 par un putsch militaire et qui impose 2 ans plus tard le marxisme-léninisme à son pays. Le régime du général Kérékou va ensuite se transformer en une dictature féroce. C'est ce que nous raconte l'histoire. Réprimant les opposants et les intellectuels obligés de fuir le pays. À la fin des années 80, le caméléon, comme on l'a surnommé, est confronté à une importante vague de contestation sociale dans le pays, ce qui le pousse à mettre fin au règne du parti unique et à convoquer une conférence nationale souveraine. C'était en 1990. Et puis après ce conclave national, Fulbert, une élection multipartite est organisée en 1991 et remportée par Nicéphore Soglo. S'ouvre alors une nouvelle ère pour le Bénin, celle de la démocratie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Bénin est orphelin du père ou est-ce qu'on peut dire que la démocratie béninoise est orphelin de son père? Je pense que le Bénin connaît aujourd'hui un drame parce que un grand homme s'en est allé, le président Mathieu Kérékou. D'abord, nous ne pouvons pas parler du Bénin, du peuple béninois, qui est un peuple frère du peuple togolais, sans partager le deuil de ce peuple. Alors, nous qui avons parfois des familles au Bénin, nous présentons nos condoléances au peuple béninois. Alors, nous disons que le Bénin a été frappé par un drame
parce que le président Kérékou est presque un héros. Vous savez, c'est comme l'a dit Siradou Diallo de Sékou Touré, le héros et le tyran, celui qui a obtenu l'indépendance et qui a versé dans la tyrannie. Je dirais plutôt le contraire de Kérékou, c'est le tyran et le héros. Alors, le président Kérékou, c'est le père de la démocratisation du Bénin, parce que quand les soubresauts, les mouvements en faveur de la démocratie ont commencé en 89 avec la contestation de son régime marxiste qui a connu la faillite, il faut le préciser, eh bien, il a su transcender un peu son orgueil de chef d'État, de dictateur marxiste, et puis il a compris qu'il fallait permettre à la volonté populaire de s'exprimer, une volonté populaire qui voudrait que ce pays change. Et donc, Kérékou aurait pu résister comme certains autres chefs d'État l'ont fait, mais il a permis à la conférence nationale au Bénin de s'organiser et il a accepté de mettre en application toutes les décisions de cette conférence nationale. Et ce qui est surprenant, et c'est là où il faut le féliciter, il faut lui tirer chapeau, c'est qu'il y a eu des élections multipartites en 1991 oui, qui ont consacré la victoire de son ancien Premier ministre, Nicéphore Soglo. Oui, et puis, Kérékou a respecté le verdict des urnes et il a laissé la démocratie s'installer dans le pays. Il est parti rentrer chez lui tranquillement. Donc, on peut dire que ce grand homme que nous déplorons, dont nous déplorons aujourd'hui la disparition, est celui qui a permis, avec d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont présidé la conférence nationale, l'archevêque, comment il s'appelle? Robert Dossou? Non, non, c'est pas Robert Dossou. Oh là là, c'est le président de la conférence nationale souveraine. L'archevêque Isidore, je n'ai pas le nom. On va se rappeler du nom tout à l'heure. Donc il a permis, avec d'autres, à la démocratie de s'installer au Bénin. D'accord. Rajoul, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Mathieu Kérékou, père de l'indépendance béninoise, père de la nation béninoise, ou les deux à la fois? Je pense que Mathieu Kérékou n'est pas le seul à canoniser dans cette affaire. Parce que, comme le disait Fulbert Tissot tout à l'heure, c'est tout un peuple. Ouais. Je ne crois pas que la démocratie soit greffable à un pays. C'est un processus endogène. C'est un peuple qui a atteint un niveau de maturité, qui s'est dit, bon voilà, aujourd'hui, on fait cette mue-là, on refuse ce type de système, on veut évoluer vers un autre système où il y a plus de liberté pour les gens. Je pense que le marxisme est arrivé à bout de souffle. Mathieu Kérékou devait se réinventer. C'est ça aussi ce qu'on appelle l'esprit caméléon, c'est cette capacité à s'adapter. Mathieu Kérékou, ce qui fait la force de Mathieu Kérékou, c'est comme dire Albert Camus, un homme ça s'empêche. Mathieu Kérékou s'empêche de reprimer les aspirations légitimes de son peuple. Mathieu Kérékou s'en va en 1991 quand il est battu. Et en 2006, Mathieu Kérékou se retient de rester au pouvoir. C'est ça qui fait la force de Mathieu Kérékou. Et pour cela, et je le répète, à côté d'autres personnes, il est l'un des pères de la démocratie béninoise. Et donc, il est l'un des pères de la démocratie béninoise, et également l'un des pères de la nation béninoise. Fulbert, je disais dans à ces niveaux-là, je voudrais parce faire... Parce que justement, oui, cet amalgame, nous le faisons souvent dans la plupart de nos pays, le père de l'indépendance, le père de la nation. D'abord, la question de savoir, et ça c'est une question purement juridique, est-ce que nous avons des nations? Non, nous avons, voilà. Je voudrais justement inciter sur la question pour dire que les États africains ne sont pas constitués en nations ou ne sont pas des nations. Parce que la nation, comme le définit Ernest Renan, c'est un peuple avec un long passé, des habitudes communes, etc. etc., etc. Oui, Fulbert, et puis une volonté de vivre ensemble. Oui, mais là, est-ce que ça ne dépend pas aussi de l'école à laquelle on appartient? Parce que si c'est l'école allemande, parce que la définition de la nation, selon la théorie allemande n'est pas la même forcément quand on se trouve du côté de la France. Ouais. Alors quand vous dites par exemple que c'est un peuple, une nation, c'est un peuple qui a une longue expérience partagée, des habitudes communes partagées depuis longtemps, oui. On peut aussi former une nation, comme le disait l'ancien ministre français Debré, une nation c'est également un rêve d'avenir
partagé. Absolument. Avant qu'il y ait ce rêve d'avenir partagé, il faut une imbrication dans les communautés. Parce que, vous savez, un peuple, c'est un ensemble de communautés, c'est des communautés éparses. Alors, pour que cet ensemble de communautés constitue une nation, il faut une imbrication. Et cette imbrication n'arrive pas s'il n'y a pas un long passé ensemble entre ces communautés, s'il n'y a pas une volonté de vivre ensemble. D'accord. Bon, on ne parlera pas du juridisme aujourd'hui, voilà, mais on va pas faire rapidement, je l'ai dit dans mon mot introductif, Mathieu Kérékou, qui est arrivé au pouvoir par un putsch en 1972, qui après devient un démocrate. Est-ce que rapidement on peut venir sur le parcours politique de l'homme? D'abord, dans quelles conditions ou dans quelles circonstances il est arrivé au pouvoir d'abord en 1972? Et puis, qu'est-ce qui l'a amené finalement à se rétracter pour se mettre dans la peau d'un démocrate? Oui, d'abord il faut dire que Kérékou était formé officier. Bon, oui. Il était formé officier et il a été même l'aide de camp de Hubert Magal, je pense. Donc c'était un officier qui a été formé. Est-ce qu'il est sorti des rangs? Peut-être oui, il a commencé tout petit et puis après il a fait des écoles en France. Et donc, il a, à mon avis, toutes les vertus d'un officier. Et donc, quand il s'est aperçu que la nation béninoise était engluée dans les querelles politiques avec le triumvirat qui a été formé, parce qu'il faut se souvenir qu'à un moment donné, il y avait des querelles politiques qui ont conduit à la formation d'un triumvirat. C'est-à-dire que trois personnalités devaient gérer le pays successivement. Exactement. Et donc c'est en 1972 qu'il a estimé que le pays ne marchait pas, que c'était bloqué. Et avec certains autres, Aïkpé, le capitaine Aïkpé, qu'il tuera plus tard, et puis d'autres, et ils ont fait un coup d'État et ils sont arrivés au pouvoir. Et 2 ans après, ils ont instauré le marxisme-léninisme, avec l'idée de nationaliser toutes les entreprises et la répression systématique contre tous ceux qui seraient opposés à ce système-là, le renforcement du parti unique, etc., etc. Et donc voilà les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et je pense que ce qu'il faut monter en épingle dans le cas du président Kérékou, c'est que même s'il s'est trompé avec son marxisme-léninisme, puisque les résultats n'ont pas été concluants, c'est qu'il était de bonne foi. Il était de bonne foi parce que le président Kérékou ne s'est pas enrichi au pouvoir. Et donc, il était passionné d'une idéologie politique. Il pensait que c'est cette idéologie-là qui sortirait le Bénin des difficultés. Donc, il l'a instauré, il a dirigé le pays. Mais la remarque fondamentale qu'il faudrait peut-être faire, c'est le fait que Mathieu Kérékou a dirigé un pays dans le marxisme-léninisme, la démocratie populaire, mais comparé à certains pays comme le Togo, qui était plutôt une dictature soutenue par le capitalisme, il y a eu moins de dégâts dans le Bénin, ou en tout cas au Bénin, qu'au Togo, alors que le Togo était une dictature capitaliste. Normalement, c'est dans les démocraties populaires qu'il y a des répressions systématiques avec des violations des droits. Mais ça n'a pas été le cas au Bénin? Non, ça n'a pas été le cas au Bénin parce que Kérékou, à mon avis, avait un grand cœur. C'était un homme formé aux vertus de l'officier, parce que l'officier, c'est quand même un homme respectueux de l'autre, avec la capacité à protéger son pays, à défendre les frontières, etc. Donc je pense qu'il avait appris toutes ces leçons, et puis c'était un homme qui croyait en Dieu, qui avait des vertus, à mon avis. Rajoul, on se souviendra également de ce coup d'État déjoué par Mathieu Kérékou, un coup d'État qui avait été ourdi par un certain Bob Denard, le mercenaire. Tout ça, c'est quand même à mettre à l'actif de Mathieu Kérékou, qui, pour reprendre les termes de Fulbert Atisso, était soucieux du bien-être du peuple béninois. Si je peux me permettre de revenir un petit peu sur tout ce que Fulbert Atisso vient de dire, parce qu'il y a beaucoup de bémols que je dois apporter à ce qu'il a dit. Par exemple, parlant du régime marxiste, ça se conçoit que, bon, voilà, au sortir de la colonisation, sur le marché des idées politiques, c'était le marxisme qui avait la cote auprès des peuples du tiers-monde. Voilà, beaucoup de pays du tiers-monde ont embrassé cette idéologie-là. En tout cas, lui, il en a appliqué idéologiquement, mais beaucoup de pays se sont construits sur le modèle de la Russie,
Ouais. de l'URSS à l'époque. Voilà. Avec un président fort, un régime de parti unique, le culte de la personnalité. C'était un peu des régimes staliniens, un peu. Peu importe la coloration idéologique qu'il y a derrière, le marxisme ou le capitalisme. En même temps, quand il me dit Kérékou, c'était un gentil, franchement, je pense que dans son épisode marxiste, Kérékou était tout sauf gentil. Il avait beaucoup de gens en prison, beaucoup de gens qui étaient torturés. Les exilés politiques. Beaucoup d'intellectuels qui contestaient son régime ont dû s'exiler en France et un peu partout en Occident. Et Mathieu Kérékou ne s'arrête pas là. Kérékou, c'est quoi? Il dit, il se prend cette phrase de Karl Marx qui dit « la religion c'est l'opium du peuple ». Kérékou ira jusqu'à interdire le culte vaudou, la pratique religieuse. En fait, c'était un totalitarisme, qu'on se le dise. Bon voilà, en même temps, par le jeu de l'époque qui était celui de la guerre froide, la confrontation entre les deux blocs, c'est normal que Kérékou dérange Paris ou les autres puissances occidentales qui voient le fait de l'implantation d'une dictature marxiste-léniniste dans le précaré français un problème. Donc Bob Denard, bon, visiblement son coup n'était pas très bien ficelé, s'est fait renvoyer sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou, je crois. Oui. Voilà, Fulbert, on se rappelle, hein, le 20 juin 1990, le président français de alors, François Mitterrand, avait prononcé un discours à La Baule lors du sommet France-Afrique, où il était question de la conditionnalité de l'aide de la France à ses anciens, enfin à ses partenaires, à ses anciennes colonies d'Afrique, où il fallait se lancer dans ce processus de démocratisation. Mais au Bénin, déjà, à partir des années 80, Mathieu Kérékou avait anticipé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en Afrique, Mathieu Kérékou est le pionnier de la démocratisation, ou même que Mathieu Kérékou a précédé ce que fera plus tard François Mitterrand en France? Oui, c'est bien d'avoir souligné que même si beaucoup de gens disent que le discours de La Baule a été l'un des éléments, voilà, détonateurs des contestations des régimes de dictature en Afrique, le Bénin a commencé avant. La contestation au Bénin a commencé avant le discours de La Baule. Alors, la contestation a commencé avant parce que le régime de Kérékou était arrivé à la faillite. Le régime était en faillite, le peuple était dans des difficultés énormes et le régime était contesté. Et Kérékou savait que, bon, dans la situation actuelle, lui-même était au bout du rouleau et il ne pouvait pas s'opposer. Et je disais simplement aussi, enfin, je disais tout à l'heure qu'il y a un élément qui me semble important, c'est le fait qu'au Bénin, pendant la dictature marxiste, il y a eu des violations des droits de l'homme. Mais lorsque je compare le Bénin au régime dictatoriaux de Gnassingbé Eyadema, par exemple, et de Mobutu Sese Seko, je constate qu'il y a plus de dégâts dans ce pays-là sur le plan des violations des droits de l'homme. Alors que vous estimez que dans les démocraties... Certains pourront vous retorquer que pourquoi est-ce que la contestation explose en avance au Bénin? Oui, parce justement. qu'au début de l'année 89, c'est chaud. Juste, même avant, un peu après l'effondrement du mur de Berlin, ça n'allait pas. Parce qu'on s'est rendu compte que le fait qu'il avait mis en place cette structure marxiste, cet État parti unique qui étranglait un peu l'initiative privée, qui contrariait les gens économiquement, en fait, c'est une forme de violence aussi. Oui. Donc, en fait, en réalité, la contestation est bâtie sur la faillite du régime. Alors, les deux régimes dictatoriaux que j'ai cités tantôt, le régime du Togo et le régime du Zaïre à l'époque, avaient peut-être un peu plus de prospérité que le Bénin parce que ces régimes étaient adoubés et soutenus par la France qui les acceptait, etc. Bon, donc il faut dire que Kérékou a déjà accepté que son pays fasse une mutation vers un nouvel ordre politique avant le discours de La Baule. Donc aujourd'hui, je pense que personne ne contesterait le fait que si la démocratie a pu s'installer au Bénin, parce qu'au Bénin aujourd'hui la démocratie roule, ce n'est pas comme dans certains autres pays où après 25 ans de processus de démocratisation, on n'a jamais connu l'alternance par exemple. On fait du surplace, ça stagne. Au Bénin, ça roule. C'est vrai que la perspective d'une remise en cause de la démocratie n'est pas exclue, puisque la démocratie est une conquête permanente.
Mais il est évident que la démocratie béninoise aujourd'hui doit beaucoup à Mathieu Kérékou, s'il ne faut pas dire que c'est Mathieu Kérékou qui a permis que cette démocratie puisse s'installer. Aujourd'hui, Rajoul, est-ce que vous partagez cet avis ou cette analyse selon laquelle les Béninois peuvent bomber le torse et se dire, écoutez, nous sommes les pionniers de la démocratie en Afrique, on n'a pas attendu le discours de la Baule pour se lancer dans ce processus? Bon, je pense que l'antériorité du processus démocratique au Bénin parle pour eux. Voilà, ils n'ont pas attendu le discours de la Baule de juin 90, le jour où Mitterrand dit l'aide de la France sera plus généreuse envers les pays qui feront cette évolution vers la démocratie et plus tiède vers ceux qui se montreront récalcitrants. Ils sont partis en avance et ils ont inventé ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine. Bon, c'est vrai, Kérékou ne s'est pas converti aussitôt. Il y a eu beaucoup de pression. Vous savez, l'histoire, c'est une matière assez complexe. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est bien de regarder cela avec une certaine distance et dire « Hop, Kérékou, c'était un saint ». Voyez-vous? En même temps, c'est que les gens ne disent pas. La petite histoire de la conférence nationale du Bénin, c'est quoi? C'est la diaspora béninoise en France qui fait pression à un moment convainc Mitterrand qui dit « Ok, Kérékou, il est temps d'ouvrir le champ politique chez toi, parce que ça ne va pas ». Kérékou dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Mais il ne faut pas oublier qu'en France, c'était le moment de la cohabitation, où Jacques Chirac passe à Cotonou et dit à Kérékou « Non, 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 moi je ne pense pas ». Chirac, à une certaine époque, croyait que la démocratie, ce n'était pas fait pour les Africains. Chirac dit à Kérékou « Non », il convainc les caciques du régime, ils disent non. Mais la force de Kérékou, c'est quoi? Je disais tout à l'heure, c'est l'esprit caméléon. C'est-à-dire que c'est cette capacité-là. Kérékou, quoi qu'on en dise, ce n'était pas un dogmatique, c'était un pragmatique. Voilà, il a épousé en bonne âme et bonne conscience l'idéologie marxiste parce qu'il pensait que c'est avec cette idéologie qu'il rendrait les Béninois heureux. S'était rendu compte, après les conjonctures économiques des années fin années 70, début 80, c'est-à-dire il y a le boom pétrolier, il y a le contexte international n'était pas assez favorable. Pour les économies africaines, c'est exactement cette époque qu'on évoquait déjà les programmes d'ajustement structurel dans les autres pays. Donc, ce n'était pas une difficulté en soi particulière au Bénin. C'était le temps, c'était un peu l'ère du temps à l'époque. Voyez-vous? Donc, le Bénin est allé, grâce à Mathieu Kérékou, vers cette évolution-là. Et je pense qu'il faut mettre à leur crédit, il faut mettre au crédit de Mathieu Kérékou d'avoir permis que cela se fasse. Dans quelles conditions la conférence nationale souveraine béninoise s'est-elle déroulée et quels sont les acquis de cette conférence? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission, débat du jour. On se retrouve juste après les informations.